Alors pourquoi un plaidoyer pour les animaux après un plaidoyer pour l'altruisme? Si l'altruisme était ce qu'il doit être, il devrait s'étendre et inclure tous les êtres sensibles, c'est-à-dire les êtres humains, les animaux et tout ce qui fait la différence entre le bien-être et la souffrance. Malheureusement, dans nos civilisations occidentales, ce n'est souvent pas le cas. Nous avons fait d'énormes progrès dans le respect des droits de l'être humain, les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Il est inacceptable aujourd'hui d'instrumentaliser les autres pour notre bon plaisir. Les Grecs estimaient encore qu'il était acceptable d'avoir 100 esclaves pour le bien-être de 1000 personnes. Bon, ces choses-là sont aujourd'hui inacceptables. Mais nous avons une sorte de schizophrénie, dans le sens que nous limitons clairement ça, pour la plupart d'entre nous, et en tout cas dans le système qui fait que nous avons l'élevage industriel et toute autre chose, nous excluons les autres êtres sensibles non humains. Donc là, il y a un vrai problème éthique, et une civilisation qui se veut telle ne peut pas avoir cette incohérence, dans la mesure où nous sommes tous sur un continuum qui est celui de l'évolution. Nous ne sommes pas, où l'être humain est tombé du ciel. Si nous avons des émotions, une conscience, si nous connaissons la peur, la joie et les souffrances, si cette faculté de ressentir des émotions nous est donnée par l'évolution, c'est qu'elle a une utilité. Sinon, l'évolution est très économe, elle n'aurait pas sélectionné de telles dispositions. Donc si nous les avons, les animaux l'ont aussi. Tout ça n'est pas, encore une fois, né comme par miracle chez l'être humain. Donc de ce fait, si nous avons de la considération pour les êtres humains, nous ne pouvons pas ne pas en avoir pour les autres êtres sensibles. Alors quel est l'état et d'autre part, c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est pas seulement aimer les chats et les chiens, oublier les problèmes humains pour se concentrer uniquement sur celui des animaux, absolument pas. C'est quelque chose qui nous concerne tous. De fait, si nous avons cette incohérence éthique, tout le monde y perd. En premier lieu les animaux, bien sûr. Sachez qu'il y a 70 milliards d'animaux terrestres qui sont tués chaque année pour notre consommation, 1000 milliards d'animaux marins. Les animaux terrestres en France, c'est 1,5 milliard par an, qui vivent dans des conditions abominables, leur courte vie, puisqu'une volaille d'élevage industriel vit 1/60e de son potentiel de vie. On les maintient en vie juste le temps qu'ils arrivent au moment où il faut les tuer. On les élève dans des conditions, des poules sont élevées dans une surface d'une feuille A4, on leur tronçonne le bec avec un fer à chaud, les veaux sont élevés dans des box, ils ne peuvent même pas se retourner, ils ne peuvent même pas se lécher le dos, c'est absolument inimaginable, abominable. Regardez le documentaire Terrien et d'autres documentaires du même genre, les quelques rares documentaires, et vous saurez de quoi il en retourne. Un porc, au moment où il est abattu, c'est comme si un enfant de 10 ans pesait 150 kg. Tout ça est complètement aberrant. Donc les animaux sont les premières victimes, mais aussi le futur de la biosphère, c'est-à-dire nous y compris, puisque l'élevage industriel, par la production de méthane, de gaz nitreux, etc., est la deuxième cause de réchauffement global des gaz à effet de serre, 14%, après les habitations et avant même les transports. Donc c'est un des facteurs importants des changements climatiques qui nous affectent tous très bientôt, dès maintenant déjà, et encore plus les générations à venir. C'est même pas bon pour la santé humaine. Vous avez une étude épidémiologique qui a été faite à Harvard sur 100 000 patients sur 20 ans, qui montre que les gens à haute consommation de viande rouge, 5 fois par semaine, ont en gros 14 à 16% de chances de plus, selon les sexes, de mourir d'un cancer du côlon et 16% de chances de plus de mourir d'une crise cardiaque. Donc c'est bon pour personne. D'autre part, il y a donc ce problème éthique qui fait que nous avons ces deux poids, deux mesures,
qu'à la fois on dit les animaux sont très différents, mais en même temps ils sont presque semblables à nous, donc on ne s'y retrouve pas. Donc il faut avoir une vision beaucoup plus claire. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas prétendre être plus civilisés si nous avons cette espèce de schizophrénie d'aimer les chiens, de manger les porcs et de porter les vêtements, les vaches sous forme de cuir. Donc on est bon avec les uns. Si quelqu'un vous servait un excellent ragoût le soir, et vous demandez la recette à la maîtresse de maison, il dit c'est mon épagnol breton que j'ai cuisiné, que je vous sers, vous ne pourriez pas le manger. Mais pourquoi? Quelle est la différence? Un cochon est au moins aussi intelligent qu'un chien, toutes les expériences scientifiques l'ont montré, parfois aussi intelligent qu'un chimpanzé, les cochons sont capables de calculer, etc., etc. Donc il y a une vraie incohérence. De plus, il y a aussi une dissimulation, loin des yeux, loin du cœur. Si nous voyons ce qui se passe dans les abattoirs, la plupart d'entre nous trouveraient ça insupportable et ne pourraient pas manger de la viande. Mais c'est dissimulé. Les abattoirs sont gardés comme des forteresses, presque autant que des centrales atomiques. Essayez pour un journaliste d'aller filmer dans un abattoir, vous verrez. C'est impossible. Il n'y a que des gens qui ont fait ça en caméra cachée, qui ensuite ont été poursuivis en justice, etc., etc. On nous présente toutes les choses de manière extrêmement plaisante. On voit des publicités, des affiches avec des vaches qui se battent dans les prés fleuris, avec des enfants et des chiens qui courent autour. On ne voit pas l'horreur où on vous maintient en vie juste le temps de pouvoir vous tuer. Vous avez 70 000 volailles dans un grand hangar géré par 10 personnes, où 80% des antibiotiques aux États-Unis sont destinés à maintenir en vie ces volailles. Quand elles ne produisent plus suffisamment d'œufs, on les réforme, c'est-à-dire qu'on les tue en bloc. Donc tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc le but de cet ouvrage, c'est d'avoir une prise de conscience, de montrer également que, contrairement à ce qu'on pensait, les animaux ne sont pas des machines, comme le disait Descartes. La plupart des animaux sont équipés du point de vue nerveux, du point de vue des transmetteurs nerveux, du point de vue du système, par tous les récepteurs de la souffrance, de la douleur. Donc s'ils sont équipés par ça, c'est qu'ils ressentent la douleur. C'est aussi bien les mammifères que les poissons, que les crustacés. Également examiner le problème des animaux que l'on sert pour le divertissement. La chasse et la pêche étaient bien sûr nécessaires pour certaines populations dans le monde, mais en tant que sport, c'est vraiment le plaisir de tuer. La corrida, c'est déguiser le fait de tuer comme un art. Est-ce que tuer est un art? Pas pour les. Je doute que les taureaux aient ce sentiment artistique à ce point de vue. Les zoos où les animaux sont résignés ou bien deviennent à moitié fous, même si c'est un certain intérêt pour éduquer, mais malgré tout, c'est des conditions terribles. Les cirques, il y a toutes sortes de choses qui font qu'à beaucoup de points de vue, nous ne traitons pas les animaux dans la façon dont nous devrions le faire. Donc pour ça, il faut prendre conscience que la vie des animaux a une valeur en elle-même. Elle ne doit pas être considérée comme quelque chose, comme un instrument pour satisfaire nos désirs. Cette valeur intrinsèque mérite considération. Les animaux également ont des intérêts, celui de vivre et celui de ne pas souffrir. Tout. Et l'intelligence n'est pas un critère pour faire des distinctions. Vous pouvez sélectionner un professeur d'université ou un expert comptable selon leur intelligence, mais quand il s'agit de recevoir un coup de couteau dans le ventre, que vous soyez une chèvre ou un homme, la douleur est la même, le désir de vivre est le même. Donc j'essaie d'examiner tous ces points de vue, aussi la question du droit des animaux. Les animaux peuvent-ils avoir des droits? Certains disent non, parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs droits, il n'y a pas réciprocité. Mais à ce moment-là, un enfant tout jeune n'est pas conscient de ses droits, et pourtant il en a. Quelqu'un qui est endormi n'est pas conscient de ses droits, et pourtant il en a. Une personne handicapée. Donc les animaux ont des droits naturels, et nous devons justement, nous qui sommes conscients de ça, les protéger comme on protégerait un jeune enfant. J'essaie d'examiner un peu tous ces aspects dans cet ouvrage, le continuum ininterrompu entre les espèces, la façon dont dans l'histoire nous avons commencé à domestiquer les animaux et puis à ensuite justifier cette domestication en les traitant d'inférieurs, puisque les premiers peuples, les chasseurs-cueilleurs, considéraient les animaux simplement comme différents d'eux-mêmes. Parfois même supérieurs dans certains cas, ils leur attribuaient des pouvoirs magiques, mais jamais comme des objets inférieurs.
Donc de la même façon que dans les massacres de masse, nous déshumanisons l'homme, nous traitons les hommes sur lesquels certains livrent des actes de génocide, comme des rats, des vermines, des pestes. Dans le cas des animaux, on en fait des objets. Un éleveur industriel disait « le porc est un animal, une machine à faire de la saucisse ». Eh bien non, nous devons changer cette attitude, reconnaître que comme nous, ils sont des êtres sensibles, et que si nous voulons avoir une civilisation plus juste, plus compatissante, plus altruiste, nous ne pouvons pas exclure ceux qui sont en fait nos concitoyens sur cette planète, et qu'il est indispensable que nous changions notre attitude. Bon, ça a été, non? Ouais.